Bonjour chers amis, ici Pierre Mercier qui aura le plaisir de vous accompagner tout au long de cette présentation web intitulée Pour bonne semaine. Alors donc, nous commençons comme d'habitude par cette devinette qui crée certains problèmes à certaines personnes, mais qui nous permet de se faire titiller un peu les cellules du cerveau. Alors voilà, c'est facile dans l'ensemble, vous allez voir. L'indice, je cherche personne stupide ou synonyme instrument de musique. Alors, le mot que l'on cherche commence par la lettre C et contient 2, 3, 4, 5, 6 lettres au total, incluant le C. Alors, comme d'habitude, je vous laisse réfléchir et je vais vous revenir en fin de période pour vous donner la bonne réponse que vous aurez sûrement déjà tous trouvée. Alors soyons positifs, allons-y et poursuivons. On commence toujours par une pensée, la pensée du jour. Et compte tenu du fait que je vous reviens une fois par semaine, ça va devenir la pensée de la semaine. Alors cette citation, elle est de notre ami Albert Einstein, qu'on connaît je crois, Albert Einstein, qui dit « La vie, c'est comme faire de la bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Alors évidemment, quand on la regarde, cette idée-là, elle est séduisante, elle est bien exprimée, mais elle correspond exactement à ce que doit être l'évolution d'un individu. Si l'on veut rester équilibré, si on veut continuer à avancer dans les choses, il faut pédaler, il faut travailler, il faut faire des efforts pour s'améliorer, garder l'équilibre et pouvoir progresser. Progresser non pas seulement sur le plan financier, mais sur le plan humain, sur le plan de la vie, qu'elle soit agréable et qu'elle soit profitable pour soi et également pour les autres, pour la société. Donc, Albert Einstein, encore une fois, merci pour cette pensée. On va maintenant reculer dans l'histoire. Je vous ai dit tantôt, et je vous ai rappelé que nous sommes le 6 novembre. Nous allons reculer jusqu'en 1837. Le 6 novembre 1837. Et là, qu'est-ce qui se produit? C'est le début, mais vraiment le tout début que l'on peut marquer au calendrier de la rébellion des Patriotes. Et ce début-là, il est marqué à Montréal par une émeute excessivement importante. Cette émeute-là, donc, elle se déroule, comme je vous ai dit, à Montréal, dans un quartier bien déterminé, entre la rue Berry et Saint-Laurent. Donc, on parle de l'est de Montréal. Et puis, entre ce que l'on connaît maintenant comme étant le boulevard René-Lévesque et le fleuve. Donc, grosso modo, sur ce que l'on appelle, comme territoire, le Vieux-Montréal. Et là, on assiste littéralement à une bataille rangée, de gens bien organisés qui sont armés, pas des armements complexes, mais des poignards, des bâtons cloutés, et d'autres moyens comme ça. On m'a dit aussi des manches de hache. Et là, on a pratiqué du vandalisme, de l'intrusion de domicile, et plusieurs personnes ont été blessées. Bon. Alors pourquoi cette émeute-là? Elle est le témoignage de la frustration d'un nombre de plus en plus important, non seulement de Montréalais francophones, mais des francophones du Québec qui sentaient le poids des anglophones qui, même minoritaires, exerçaient un poids politique, poids économique, bien sûr, sur eux. Et surtout, ça opposait deux philosophies, deux orientations politiques totalement différentes. Pour la majorité des francophones, ce que l'on voulait, c'était de se dissocier de plus en plus de ce concept d'État colonial. C'est ce qu'on appelait à ce moment-là, et les patriotes, c'est ce qu'ils défendaient, on disait le droit électif. Alors, il faut se donner, et vous voyez qu'il y a des liens qu'il faut établir,
dans la suite des fameuses 92 résolutions présentées par Papineau, il faut se donner, il faut acquérir de Londres le pouvoir d'élire nos représentants et que ce sont nos représentants qui vont déterminer les règles du jeu sur le plan politique, économique et social. Donc, pratiquement une indépendance du gouvernement impérial de Londres. Et dans l'autre camp, on avait une association qui s'appelait la Montreal Constitutional Association, qui regroupait comme ça des anglophones davantage riches que les Québécois francophones, et qui, eux, se sentaient très, très, très mal à l'aise, parce qu'à l'époque, on avait le Bas-Canada, essentiellement le Québec, et le Haut-Canada, essentiellement l'Ontario. Et ces anglophones se retrouvaient en minorité dans le Bas-Canada par rapport aux francophones. Et là, eux se sentaient mal à l'aise, avaient peur que leurs droits ne soient pas reconnus et qu'ils ne puissent comme ça faire valoir leur point de vue et leurs droits. Alors eux, ce qu'ils préconisaient, c'était d'un changement de constitution, mais encore une fois relié étrangement toujours à Londres, pour qui on était toujours fidèle. On demandait à Londres de modifier la constitution pour passer à l'union du Haut et du Bas-Canada, de telle sorte qu'ils passeraient ces gens-là de minorité au Québec à majorité dans cette nouvelle forme de gouvernement unissant le Bas et le Haut-Canada. Alors on comprend le principe, mais on comprend aussi le désaccord profond des Canadiens français. Et à ce moment-là, ils décident pour la première fois à Montréal de réagir comme ça. Et là, il ne s'agit pas simplement d'une émeute qui a été improvisée. Il s'agit de gens qui étaient conscients de ce qu'ils faisaient, qui étaient organisés et structurés et qui avaient des objectifs politiques clairs. Alors donc, on arrive à cet événement-là. Et cet événement-là va nous amener ailleurs, bien sûr. C'est le premier élément qui va nous amener par la suite aux batailles des Patriotes à Saint-Eustache, à la rébellion des Patriotes le long du Richelieu, à Saint-Charles, à Saint-Denis, et plus tard, on verra, avec l'échec des francophones, la déportation et tout le reste qui s'enclenche, mais c'était vraiment le point de départ de ce mouvement-là de plus que de réaction, de rébellion par rapport au pouvoir central de Londres et de la toute-puissance des anglophones dans ce monde-là du Bas et du Haut-Canada. Et puis, c'était aussi comme un chemin tracé qui a amené la Cour de Londres, n'est-ce pas, à proclamer, là on est en 37, 3 ans plus tard, en 1840, changement d'organisation politique du Canada. Dorénavant, on signe le traité, l'acte d'union qui va, comme son nom l'indique, fusionner le Haut et le Bas-Canada, au plaisir évidemment des anglophones du Québec qui, comme je l'ai dit tantôt, vont se retrouver à partir de 1840 dans le groupe majoritaire de la population, avec le pouvoir que se redonne ce groupe-là. Mais en même temps, autant pour Londres que pour les anglophones canadiens, l'objectif était clair, angliciser, intégrer les francophones, les assimiler en les isolant en termes ne serait-ce que de nombre. Alors voilà donc un événement important survenu à Montréal le 6 novembre 1837. Bon, alors, délaissons la politique, revenons maintenant au 20e siècle, au 21e siècle même, maintenant, avec quelques photos que je voulais vous montrer, des photos que j'ai prises et qui ont eu l'heure de plaire, reliées au hasard, reliées à la beauté des paysages, reliées à un paquet d'éléments. 3. La première, c'est une sculpture. C'est une sculpture que j'ai découverte dans une petite ville du sud de la France. Il y avait là une abbaye, à côté et derrière l'abbaye, la mairie
du village et il y avait un parc devant cette mairie. Et dans ce parc, il y avait des sculptures, dont celle-ci. Il s'agit, si on regarde bien, c'est un personnage qui est comme enclavé, comme assis entre d'immenses bâtons qui le relient au sol. Et donc, déjà là, on a la notion de précarité de la vie. On a aussi la notion d'équilibre, mais d'équilibre parfois précaire. Il tient là à travers quelques points d'appui seulement. Puis, en même temps, il est là, bien installé, confortablement. Ça, c'est la première impression que l'on a. Mais si on regarde attentivement, regardez la portée du regard. Il voit au loin. Il regarde au loin. Comme s'il s'était comme ça perché pour mieux voir l'ensemble de ce qui l'entourait. Et de prendre non pas un contrôle, mais une vision claire de ce qui se passait autour de lui. Et là, rappelez-vous, si on remonte maintenant dans la préhistoire, à l'apparition de l'Homo erectus. Quand l'homme, pour la première fois, mais tranquillement pas vite, par révolution, a compris que plus il s'élevait, plus il devenait droit, plus il voyait loin, plus c'était sécuritaire pour lui et ça lui donnait une capacité de contrôler une partie de son environnement. Alors voyez, une seule sculpture et tout ce qu'on peut y voir et tout ce que je n'ai pas vu non plus dans cette œuvre-là, qui est une œuvre, à mon avis, qui est remarquable. La deuxième photo a été prise à Cuba par un après-midi très chaud, torride, n'est-ce pas? Et on a ce monsieur qui prend quelques moments. Vous le notez, il est installé au pas d'une porte, à l'ombre, évidemment. Et puis regardez autour de lui, à côté de lui plutôt, sa brouette. Attention là, on n'est pas au 19e siècle, on n'est pas au 18e siècle, on est au 20e siècle. On est autour de 2002-2003. Et regardez l'état très vétuste de cette brouette, qui démontre encore une fois, quand tu regardes l'ensemble de la photo, quelqu'un qui prend le temps de vivre, quelqu'un qui prend la pause, et en même temps qui doit gagner sa vie, mais avec des moyens très rudimentaires, pour ne pas dire carrément vétustes. Et la troisième photo maintenant. Celle-là, elle a été prise à Montmagny. Je la trouvais bien parce que ce sont les différents niveaux qui se superposent. Alors, évidemment, vous avez au premier plan une masse d'eau. Qu'est-ce que c'est? C'est une anse le long du Saint-Laurent. Et dans l'anse, il y a ces petits voiliers. Et si vous remarquez, ils sont tous placés en ordre, en ligne, les uns derrière les autres. On peut se dire, oui, mais quand même, l'anse est quand même large. Ils auraient pu s'installer sur les côtés, ils auraient pu s'installer l'un à côté de l'autre, mais non, ils sont tous comme ça, alignés, ce qui donne quand même une belle image, finalement. Mais pourquoi ils sont alignés? À cause de l'étiage, la profondeur d'eau. Alors, s'ils avaient été sur les côtés, évidemment, le niveau d'eau étant beaucoup plus bas, ils risquaient à ce moment-là d'envaser leur voilier et de se créer des problèmes pour se déprendre. Donc, en restant au centre, ils s'assurent que le voilier sera toujours porté par les flots et que le risque de s'envaser sera particulièrement nul. Et puis regardez justement cette profondeur, les petits voiliers tous orientés vers le large. Vous avez là la côte à droite, et puis derrière, les montagnes. Là, les montagnes, on est de l'autre côté du fleuve. Et les montagnes que l'on voit, ce sont les Laurentides. Au niveau de Charlevoix, juste en face de Montmagny. Alors voilà pour les photos de cette semaine. Et à chaque semaine, j'ai pris aussi l'habitude de vous faire état de ce que j'appellerais un mot d'esprit. Quelqu'un qui a eu une idée brillante et qui l'a exprimée de façon brillante. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est de Michel Audiard, qui dit « Je parle pas aux cons, ça les instruirait.
elle est bonne. On peut bien dire, moi je parle pas aux cons parce qu'on se comprendra pas, et on peut pas les raisonner parce qu'ils sont cons. Lui, il se dit, non, non, je veux pas leur parler parce que je risque de les instrumentaliser et de leur permettre d'être encore plus efficaces dans le témoignage de leur connerie. Donc, je préfère les laisser comme ça, et puis, les choses sont bien. Je m'embêterai pas à leur parler. Puis, en même temps, je ne veux pas leur donner des instruments pour qu'ils puissent un petit peu se développer et nous embêter davantage. C'est le point de vue de Michel Audiard, c'est un mot d'esprit. Je parle pas aux cons, ça les instruit. Bon. Et puis, avant de terminer, je reviens à mon engagement, à la devinette. Je vous rappelle, on cherche un nom commençant par la lettre C, qui désigne une personne stupide ou un instrument de musique. Une cloche. Une cloche. Alors donc, pas cloche dans le sens de clochard, d'itinérant. Une cloche, c'est-à-dire, dans le langage français, une personne qui est stupide, qui a de la difficulté à raisonner, qui fait des raisonnements un peu tout croche. Donc, on dit que c'est une cloche. Puis, dans l'orchestre, très souvent, on va utiliser une cloche comme ça pour, dans la symphonie, pardon, pas dans la symphonie, mais dans l'orchestre symphonique, pour répondre aux besoins du compositeur. Une cloche, un instrument, la personne qui est stupide, cloche. Alors voilà, c'est ce qui termine cette animation du 6 novembre 2023. Je vous invite à revenir la semaine prochaine. D'ici là, faites attention à vous. Prenez plaisir à bien vivre. Et, s'il vous plaît, revenez la semaine prochaine. Allez, au revoir mes amis.